Bonsoir à tous, je m'appelle Fabrice Anglais, je suis là aujourd'hui sur l'invitation de Drone Valley pour vous présenter un petit peu en termes d'intégration de ce que le drone peut apporter dans l'ère numérique qui est la nôtre, ce que le pôle numérique 3D peut faire avec les services de drone qui sont fournis par l'entreprise que je dirige en même temps que mon épouse qui s'appelle HD4U. Alors personnellement, au-delà du fait d'être pilote de drone et gérant de cette société, je travaille aussi comme consultant en entreprise, en tant que chef de projet et en tant que conseiller en communication digitale. Comme ça, vous savez un petit peu qui je suis. Situé à Sèvres, on va skipper les animations, sinon ça va vraiment pas aller. Situé à Sèvres, sur la commune de Plény, le pôle numérique 3D en fait est une association pour le moment qui a juste une forme juridique d'association de fait entre 10 entreprises dont les services sont complémentaires. Alors comme vous le voyez ici, pour ceux qui arrivent à lire, parce que ça me paraît quand même fort petit pour ceux qui sont loin, on fait donc du scanning, de la conception assistée par ordinateur, du CNC, c'est-à-dire de l'extrusion de matière, de l'impression 3D, du body scanning, et puis toutes les choses qui peuvent aller derrière, donc du vidéo gaming, de la réalité virtuelle, etc. Donc tout ça, c'est l'ensemble des entreprises qui, groupées, peuvent vous fournir un service de bout en bout. C'est une initiative qui démarre à la base d'un bureau de dessin technique qui s'appelle DODS. Clairement, HD4U est là pour vous apporter au pôle les services de prise de vue par drone, puisque comme le soulignaient les premiers intervenants, c'est d'abord et avant tout sur ce genre d'utilisation qu'aujourd'hui le drone entre en service. Et ces prises de vue par drone derrière permettent forcément de faire des reportages, des films promotionnels et ce genre de choses, et du scanning à haute résolution en photogrammétrie. La photogrammétrie, on vous en a déjà parlé aujourd'hui, c'est une technique qui consiste à simplement reproduire le principe d'avoir, comme en stéréoscopie, c'est-à-dire le fait d'avoir deux yeux, vous permet de voir en relief, mais la photogrammétrie combine en fait ce phénomène-là sur un ensemble de points de vue différents qui permettent dès lors derrière de reconstituer la totalité de l'objet en 3D. La photogrammétrie derrière, donc au départ des prises de vue faites par le drone, permet en fait au bureau de... on va commencer par le début, j'essaie de respecter l'ordre de mes flèches, permet donc de faire du vidéo mapping. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais la société qui fait ça s'appelle B71 et cette société-là en fait utilise la photogrammétrie et le rendu photogrammétrique pour calquer en fait son vidéo mapping sur le bâtiment qu'on a scanné. On a ensuite un bureau de géomètre expert qui fait partie du pôle, et puis on a surtout le bureau de dessin donc, qui lui va recevoir l'input photogrammétrique, donc le nuage de points, qui va derrière s'appuyer là-dessus pour pouvoir fournir des inputs à son tour vers les autres services que sont notamment la découpe au jet d'eau et l'usinage CNC, fait par notre partenaire qui s'appelle Design Stone, qui se trouve à Libramont. Je sais, on s'appelle le pôle numérique de Liège, mais Design Stone a des compétences qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs en Belgique. Et l'impression 3D, donc, qui permet de reconstituer des modèles plus petits et à l'échelle. Quelques exemples concrets, donc. Le drone permet aussi, au-delà de la photogrammétrie, de la simulation 3D, de faire de l'inspection technique. Donc c'est quelque chose qui, aussi, dans la construction, peut être utile. Or, dans différents domaines, l'inspection de structures métalliques, ce genre de choses, pour en relever l'état. Il faut savoir qu'avec des caméras suffisamment performantes, et on existe aujourd'hui avec des zooms assez puissants, on peut aller jusqu'à relever le numéro de série d'une pièce, par exemple. Donc, pour savoir si à tel endroit on a installé, je ne sais pas, un boulon, une poutrelle avec tel type de numéro de série, dont on sait que la série a eu un défaut de production, eh bien on peut aller identifier dans la structure quels composants peuvent poser problème. Une inspection technique, ça peut aussi, voilà, avec une petite vidéo qui cale un petit peu, mais ça peut aussi permettre, dans le cadre d'une rénovation de bâtiment, alors vous voyez, je suis juste là, le point jaune fluo c'est moi, ça permet aussi d'aller voir dans le cadre d'un chantier de rénovation ou ici d'un chantier de sauvegarde d'une ruine, qui est en l'occurrence le vieux château de Sèvres. Le drone permet d'accéder à la structure tout en haut sans monter. Alors monter, il y a évidemment un risque pour les personnes qui montent, mais monter, il y a surtout un risque d'abîmer encore plus une structure qui souffre déjà beaucoup des affres du temps.
Donc, grâce au drone, on a pu leur fournir l'ensemble de la vue du sommet de la tour, ce qui leur a permis de prioriser les travaux d'intervention à réaliser. Derrière ça, on en parlait déjà, le scanning et la photogrammétrie, qui consiste donc à scanner, une tour. Alors, ce n'est pas la tour du vieux château de Sèvres, je vous rassure, et à la reproduire dans un modèle 3D numérique qui permet donc après de faire des projections, qui permet de faire des mesures précises. On est avec des précisions de l'ordre du demi-centimètre pour les systèmes les plus performants. Et derrière, on peut réaliser des petites choses comme ça. Alors une fois, ça va évidemment un petit peu bugger, mais vous voyez le vrai bâtiment, le vrai rendu, à quoi ça ressemble, et puis voilà la numérisation, la modélisation 3D. Le résultat est assez bluffant, donc ça permet de faire un tas de choses. Ça permet notamment de se balader virtuellement dans un complexe et d'éventuellement dire tiens, mais tout compte fait, on mettrait bien tel ou tel type d'agrément, que sais-je, des fleurs ou quoi. Quand on a cette modélisation 3D derrière, les architectes de jardin, les architectes d'intérieur, parce qu'on peut aussi évidemment modéliser les pièces à l'intérieur, peuvent travailler de concert pour reproduire un modèle derrière qui sera fidèle au projet. En termes de restauration de patrimoine, alors avant l'arrivée des drones, le pôle 3D travaillait avec des grues. Alors c'est très bien, ça marche très très bien, c'est très stable, c'est sécurisé, c'est tout ce qu'on veut, sauf que ça coûte généralement assez cher. Pour ramener une grue comme ça sur un chantier bien précis, il faut le faire venir par camion, enfin, ça a des coûts. On a arrêté de faire ça, parce que quand on veut maintenant reproduire, vous voyez, j'ai pas le pointeur, la structure ici au-dessus des fenêtres, on devait en remplacer une qui était abîmée. Maintenant, on fait ça avec le drone, on oublie la grue, on fait venir HD4U, et on produit derrière un fichier qui permet, grâce à cette machine-là, qui est un robot sur 7 axes, qui a l'air petit comme ça, mais qui peut monter jusqu'à 3,50 m de haut sur des pièces assez impressionnantes. Il a quelque chose d'un peu Terminator, enfin on l'a vu en vrai il y a quelques semaines, pour un aller visiter Designstone. C'est une machine qui fait presque peur en fait, parce qu'elle a sa propre vie, elle a son autonomie. Ce scanner 7 axes et la découpe grâce à des jets d'eau haute pression permettent derrière d'aller reconstituer la pièce avec une fidélité énorme. Alors je tiens juste à ajouter une chose, parce qu'on nous oppose souvent le fait que la numérisation peut nuire au travail de l'artisan. Alors Designstone, c'est un tailleur de pierre. Les machines sont là pour dégrossir le travail, les machines sont là pour préparer le travail de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise, en évitant la casse, en évitant les pertes sur les matériaux. Mais derrière, il y a encore la patte de l'artisan. Dès qu'il faut reproduire un élément avec une certaine forme de patine ou avec une certaine forme de finition, notamment avec des stries et ce genre de choses, il y a derrière un vrai tailleur de pierre qui termine la pièce. La pièce brute n'a pas le rendu final souhaité, jamais. On est allé jusqu'à reconstituer une ville en maquette sur base d'un scanning qui a eu lieu. Alors là, les drones ne sont pas spécialement intervenus, mais le pôle numérique dans son ensemble y a œuvré dans le traitement de fichiers d'une manière ou d'une autre. Reproduction d'une ville, c'est une ville qu'on connaît bien et qui, a priori, pourvu qu'on l'endroit où on se trouve, nous est chère à peu près tous. C'est notre bonne vieille ville de Liège, dont on a été jusqu'à reproduire la cathédrale en modèle 3D. Cathédrale, ce qui nous permet derrière de faire d'autres projets, et vous entendrez probablement parler de ces choses-là dans le futur. On est allé donc, grâce à toute cette modélisation 3D, c'est là que le drone revient au sujet, c'est qu'on est allé donc, grâce à tous ces modèles 3D et tous ces nuages de points récoltés, on a pu créer carrément un film. Alors, je ne vais pas vous le jouer, mais un film qui reproduit en fait Liège au XVIIIe siècle, juste avant la destruction de la cathédrale à la suite de la Révolution française. D'autres applications par les drones, on vous en a déjà parlé, c'est la thermographie qui permet évidemment de récolter les informations thermiques du bâtiment pour en évaluer la performance, et aussi l'inspection panneaux solaires, je ne vais pas y revenir. Et enfin, et c'est un élément qui n'est pas à négliger, le suivi de chantier et les timelapses. Les timelapses ne se font pas spécialement par drone, mais ça fait partie des choses sur lesquelles nous avons développé des compétences. Tout ça permet derrière, et c'est là que ça devient intéressant pour des entreprises comme les vôtres, de mettre en valeur votre travail. Mettre en valeur son travail, montrer aux futurs clients, aux futurs prospects ce qu'on sait faire, à quel résultat on peut aboutir, le niveau de qualité, le niveau de finition, ça se fait de manière qualitative.
pour avoir vu récemment encore des gens qui utilisent des drones de manière, je vais dire, maladroite, parmi les collègues avec qui je travaille, on appelle ça filmer avec les pieds. Hein, sincèrement, mettre un drone en l'air pour faire 4 images, le drone qui tourne dans tous les sens, la caméra qui part un peu à droite et puis on corrige, etc. Et poster ça sur Facebook en trouvant qu'on a fait du bon travail et qu'on met en valeur son travail, ça ressemble à rien. Donc ne le faites pas, honnêtement. Faites-le faire par quelqu'un qui sait le faire. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que ça vous rend plus... ça vous dévalorise, quoi. Alors que votre travail à la base, qui n'est pas de faire du drone, mais qui est de faire des chouettes réalisations, mérite d'être en valeur de manière correcte. En conclusion, pour ce qui me concerne, pour moi, je vois 3 atouts à l'utilisation des drones aujourd'hui. L'avenir nous dira de quoi il sera fait en termes d'options que les drones peuvent offrir, en termes d'automatisation de la construction, d'amener, que sais-je, une boîte de clous au 28e étage du bâtiment qu'on est en train de construire. On n'en est pas encore là aujourd'hui. On a 3 choses qu'on peut faire déjà maintenant avec des drones. On facilite certaines tâches grâce aux inspections. On peut mesurer, grâce à du scanning et de la modélisation, on peut contrôler l'état d'avancement d'un chantier, on peut reproduire sur un terrain nu ce que sera le résultat futur. Grâce tout ça au scanning et à la modélisation, on peut aussi, c'est un aspect que je n'ai pas cité et qu'on citera peut-être plus tard, mais le fait par exemple quand vous êtes sur un très très gros chantier où il faut d'abord évacuer des terres en grande quantité, ça permet, grâce à la photogrammétrie, d'évaluer complètement le volume de terre qui va devoir être évacué. Et ce volume de terre, derrière, vous pourrez le calculer le nombre de transports nécessaires, le nombre de camions, et vous pourrez directement dire à votre client, ça va coûter autant. Et ça évite les approximations, ça permet d'éviter les risques de finalement s'être trompé. Et puis, comme je le disais, la mise en valeur de votre travail, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui, moi, évidemment, qui aime les belles images aussi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le fait de ne pas utiliser des images qui sont dommageables finalement à une réalisation qui valait peut-être d'être mise en valeur correctement. Tout ça pour dire, un drone peut vous fournir, enfin le drone en général peut vous fournir beaucoup d'avantages, mais il faut évidemment se former à son utilisation correcte. Et c'est à ça que je voulais en venir au final, c'est que utiliser un drone ne se fait pas avec les mains dans les poches, en allant juste au MediaMarkt chercher une machine qui vole et dire je le fais moi-même, c'est tranquille. Vous allez avoir du résultat vidéo notamment, comme je disais, qui sera pas beau, et vous allez avoir derrière aussi des risques, et on va y venir juste après. Les questions, comme on disait, on les verra après, et puis si vous avez besoin de plus d'informations, donc le pôle numérique 3D est joignable via cette adresse mail, sinon vous cherchez le pôle numérique 3D sur Facebook. Le site internet est en finalisation, il devrait être honnête avant la fin de l'année. Et pour ce qui me concerne, vision.hdcartry.be et HD4U, HD4U pour ceux qui parlent anglais. Voilà, merci à vous. Et je vais enchaîner tout de suite avec quelques mots de sécurité. Bernard nous a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et il nous a un peu fait rêver sur ce que sera la législation européenne demain. Alors, on ne sait pas exactement quand sera demain. Et donc moi je vais un petit peu ramener les pieds sur terre à tout le monde. J'ai un peu parfois ce rôle de casse-pied dans les présentations derrière Bernard. Il y a évidemment, et vous le savez je pense à peu près tous, une réglementation belge en vigueur actuellement. Cette réglementation belge, elle est applicable depuis le mois de mai de l'année 2007, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et elle est basée sur un leitmotiv principal qui est la sécurité d'abord. Elle est fort contraignante, on peut la considérer comme trop contraignante, elle a le mérite d'exister et elle a surtout le mérite d'avoir été conçue avec l'idée derrière de faire en sorte qu'on puisse démarrer les exploitations commerciales avec une sécurité relativement contrôlée. Elle est perfectible, je pense sincèrement, sans qu'il l'ait vraiment avoué, que l'objectif de ceux qui ont mis en place cette réglementation était de faire en sorte qu'on fasse d'abord une première ouverture très très fermée, très très légère, très très mince, pour permettre un démarrage, et puis de voir comment ça démarre, et derrière d'assouplir. L'arrivée de la réglementation européenne est en train d'accélérer ce mouvement-là, et de faire en sorte qu'en même temps il y ait une uniformisation, ce qui permettrait notamment aux télépilotes dont je fais partie, de pouvoir aller travailler, que sais-je, à JV, pour faire une mission sur demande d'un client français.
3 principes de base au niveau de la sécurité, et ça rejoint encore une fois ce que Bernard présentait. D'abord et avant tout, l'aviation habitée a une priorité absolue. Hein, on ne veut surtout pas se mettre en conflit avec un aéronef dans lequel il y a des gens. Maintenant, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'un aéronef, votre drone en est un aussi. Donc, vous êtes aussi utilisateur de l'espace aérien. La deuxième priorité, c'est la sécurité des personnes, des animaux et des biens au sol. Il y a une chose dont beaucoup n'ont pas conscience dans l'usage des drones aujourd'hui, c'est le fait que le pilote du drone ne prend quasiment aucun risque pour lui-même. Il n'est pas assis dans sa machine. Donc si le drone se crache, il s'en fout, il n'est pas dedans. Par contre, il peut y avoir des gens en dessous, il peut y avoir des animaux, des vaches, que sais-je. Alors il faut se rendre compte qu'un drone, par exemple, peut créer une panique totale dans un troupeau, et faire en sorte que le troupeau défonce les clôtures, se barre en courant et crée une catastrophe. Le pilote de drone, si on arrive à le retrouver à ce moment-là, il est responsable. Et donc, comme je disais, un pilote de drone utilise l'espace aérien. Et donc, le troisième principe de base, c'est d'être au courant de cet espace aérien. Pour être au courant de cet espace aérien, le mieux c'est de se former, on va y revenir. Il y a 3 catégories. Alors, encore une fois, j'imagine que certains d'entre vous sont déjà au courant. Il y a une catégorie loisirs ou récréative qui est réservée à un usage non professionnel, et j'insiste, on va y revenir. La classe 2 qui était conçue pour permettre à ceux qui étaient déjà peut-être des adeptes de l'aéromodélisme, de ce genre de choses, de pouvoir les voler avec leur drone en dehors de leur club d'aéromodélisme, moyennant une formation minimale et la démonstration de leurs aptitudes. Il est possible de travailler professionnellement en classe 2. Simplement, la classe 2 vous limite un peu, notamment en termes de hauteur à laquelle vous pouvez travailler et en termes de distance par rapport à les différents obstacles. Et enfin, la classe 1, qui a vraiment été conçue, imaginée pour permettre des exploitations commerciales. Un petit tableau récapitulatif. Ce flyer-là a été conçu ensemble avec la DGTA, donc la Direction du Transport Aérien. Ça résume grosso modo les 3 catégories. Alors l'important, c'est donc, si vous voulez avec un drone de moins d'1 kg à moins de 10 mètres de hauteur sur un terrain privé, vous êtes en récréatif. Le récréatif, c'est quoi? C'est, je vais dire, ce qui permet à votre enfant ou vous-même de s'exercer au drone et d'apprendre à piloter un drone en zone sécurisée. Le récréatif n'est pas le fait d'aller voler dans un parc public, par exemple. C'est totalement interdit, même avec un drone de moins d'1 kg et même en volant pas trop haut. Donc, gardez bien ça en tête. Le récréatif, c'est vraiment à usage privé. En quelques dessins, je vais passer les animations. Simplement, donc, dès que vous entrez dans un rayon de moins de 50 mètres de tout obstacle, vous êtes en classe 1A, c'est-à-dire le niveau de risque le plus élevé. Le niveau de risque en dessous, c'est 1B, vous permet de monter aussi à 90 mètres de hauteur. On ne parle pas d'altitude, on parle de hauteur, parce que c'est par rapport au sol, c'est pas par rapport au niveau de la mer. Et puis certaines petites choses spécifiques. Si vous survolez des personnes, vous devez voler avec aujourd'hui en tout cas avec un appareil qui a au moins 6 moteurs. Ça, c'est la réglementation belge aujourd'hui, en très bref. Remarque importante sur la catégorie récréative, encore une fois, on n'utilise pas un drone en professionnel sur un terrain privé en considérant que c'est du récréatif. Même avec un DJI Mavic qui fait 800 grammes, même en ne dépassant pas à 10 mètres de haut parce qu'on fait juste de l'inspection de corniche, ce n'est pas un usage récréatif, ça n'entre pas. Ça n'est pas couvert. Si vous arrive quoi que ce soit, votre assurance ne vous couvrira pas. Et c'est à ça que je veux en venir, on va y revenir. Le terrain privé, c'est donc un endroit n'importe lequel où vous avez l'autorisation du propriétaire. Forcément votre jardin, ça peut être une prairie sur laquelle il n'y a pas de vaches, dont vous pouvez prouver que vous avez l'autorisation du fermier. Et enfin, s'il y a une présence de foule, même si c'est sur un terrain privé à la base, ça n'est jamais une utilisation récréative non plus. Vous survolez une foule avec une machine de même de moins d'1 kg, c'est juste une très mauvaise idée, parce qu'au moindre incident, vous allez faire de la fricassée avec les gens qui sont en dessous. Ce qu'on veut éviter, je suis désolé pour les images, c'est d'arriver à ce genre de choses. Alors, il y a plein de vidéos, des films catastrophes, des simulations faites par la BBC d'un hélicoptère qui s'écrase sur un hôpital, machin, tout le monde trouve que c'est exagéré. Ça, c'est vrai. Ça s'est vraiment produit à Des Moines, aux États-Unis. Je peux vous montrer le lien, mais je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps. Cet enfant a réellement reçu un mini-drone, une machine de quelques centaines de grammes, dans le visage. Ça donne ça. Vous ne vouliez pas être responsable de ça, honnêtement. Enfin, en tout cas, je ne voudrais pas.
consignes de base, et c'est vraiment la première chose qui me semble-t-il est à retenir de tout ceci. Pour utiliser un drone, il faut connaître l'espace aérien où on se trouve. Alors, en Belgique, alors la carte est malheureusement fort petite. Elle est à la fin de la présentation en plus grand. Mais nous, on est là. Ok. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous expliquer que tout à l'heure, on va faire une démo en principe. On est dans un grand hall avec un toit métallique. J'espère que le GPS ne passe pas, parce que si le GPS passe, le drone il va dire « T'as noté, mon grand, ici tu voles pas ». Donc, on verra bien. Mais tout ça pour dire, l'espace aérien belge est plein de surprises. Parmi les surprises sympathiques dans l'espace aérien belge, vous avez deux zones ici, qui sont assez faciles à reconnaître, dans la pointe du Luxembourg, qui sont des LFA. Alors, LFA, ça veut dire Low Flying Area. Je vais arrêter de cracher dans le micro. Low Flying Area, donc zone de vol bas. Zone de vol bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des F-16 qui passent à fond de cale entre 0 et 250 pieds. 250 pieds, c'est 80 mètres. C'est pas bon. Pardon? C'est les HTA qui vont de 0 à 250 pieds. Les LFA font 250, 500 pieds. 250, 500, pardon. Je pensais que c'était... Oui, non, merci. Merci pour la correction. Petite aversion. Non, mais c'est bien d'être pas le seul. Merci. De toute façon, de 250 à 500 pieds, ça veut dire qu'à 300 pieds, qui est le plafond minimum le plafond maximum pardon, de votre drone légalement et hors dérogation, vous pouvez déjà croiser un F-16 qui va se faire le plaisir d'aller vite, que vous n'aurez pas le temps de voir arriver, et ça peut faire de mauvaises blagues. Donc soyez prudents, c'était à ça que je voulais en arriver. L'espace aérien belge, il est assez dense, il est assez complexe, et ne volez pas n'importe où sans savoir ce que vous faites. Sur une HTA, une zone d'entraînement pour l'hélicoptère, vous pouvez avoir l'hélicoptère qui vole encore plus bas. En principe, vous l'entendez arriver, sauf si vous êtes par exemple en train d'opérer à côté d'une machine qui fait du bruit. Vous n'entendrez pas arriver l'hélicoptère sera sur vous, n'aurez pas le temps de réagir, et le drone pourrait éventuellement causer une collision. Alors, je ne dis pas qu'un drone va faire tomber un hélicoptère, n'importe quel drone, mais bon, il y a quand même des moments où il faut faire attention. Voilà. Connaître les conditions, on parle de météo, on parle de conditions, et je dois perdre le fil à force de parler, mais les conditions de vol, ah oui c'était ça, donc il y a non seulement la météo, de savoir dans quoi on s'engage, et aussi l'aspect environnemental direct. Donc avant de décoller, regardez bien l'environnement où vous êtes, repérez les obstacles, faites attention à ne pas être gêné dans votre vue par exemple, par un arbre auquel vous n'auriez pas pensé qu'il allait se trouver dans votre champ de vision à un moment donné. Et puis, bien connaître votre machine, bien l'entretenir et l'inspecter avant et après chaque vol. Donc, un drone, c'est pas juste un truc qu'on sort d'une boîte, qu'on met en l'air et puis qu'on met dans la boîte sans... Non. Il y a quand même un minimum de précautions à prendre pour s'assurer qu'avant de décoller, la machine est encore en parfait état, de bien entretenir vos batteries, vous assurer que les batteries ne vont pas vous lâcher en plein milieu, et garder sur les batteries un minimum, ne pas voler jusqu'à 0,005% de batterie qui reste. Vous risquez vraiment de tomber dans des situations que vous ne voulez pas avoir. Et enfin, être parfaitement couvert par une assurance pour éviter justement les situations où vous êtes responsable de quelque chose comme un accident direct sur une personne, duquel vous serez personnellement responsable. Si vous avez pris toutes les dispositions légales pour faire votre vol en toute sécurité, et que malheureusement le drone finit quand même par vous échapper, tomber, que sais-je, et causer des blessures à quelqu'un, si vous êtes couvert par une assurance, vous êtes en mesure d'assumer vos responsabilités. Si vous ne l'êtes pas, la responsabilité vous incombera, mais les conséquences seront beaucoup plus lourdes. Quelques infos utiles. Pour l'espace aérien, vous avez maintenant en ligne Drone Guide, qui a donc été mis en place par Belgo Control, qui s'appelle aujourd'hui Skies, S-K-E-Y-E-S. Drone Guide permet vraiment de se rendre compte de quelles zones sont actives, etc. C'est pas encore super parfait, il y a parfois encore des activations de zones qui ne sont pas bonnes, mais voilà. La météo, alors je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site de l'IRM, parce que le site de l'IRM, on va y revenir, mais permet notamment de voir, non pas ceci, qui sont les informations météorologiques d'un aéroport, soit dit en passant, un pilote de classe 1 est censé être capable de lire ça. Vous avez le radar météo, ça tout le monde connaît, mais vous avez aussi, et ça c'est très utile pour un pilote de drone, ce qu'ils appellent le modèle ALARO de prédiction des vents, et ça vous permet à quelques heures de l'instant où vous consultez le site, d'aller voir ce qu'on attend comme conditions venteuses. Alors ici, l'impression d'écran, je l'ai faite, je pense, dimanche.
On sait quand même du vent à 9 mètres par seconde, donc on est à la limite d'opération d'un drone DJI, puisqu'ils vont jusqu'à 10 mètres par seconde en moyenne. Donc ça veut dire que dès que vous avez des petits rafales, votre drone risque éventuellement de se retrouver poussé et de ne pas être capable de revenir. Donc vous risquez un fly-away. Et enfin, la réglementation belge actuelle, on peut la retrouver relativement détaillée sur le site officiel de la Direction du transport aérien. Voilà. Une dernière chose, vu les contraintes aujourd'hui, vu ce que je vous dis, je vous conseille sincèrement de faire ça dans les règles, parce que le jour où le drone vous échappe et cause un accident, les problèmes seront pour vous si on arrive à vous retrouver. Je ne vous parle vraiment pas de contrôle. Les contrôles se multiplient, il y a de plus en plus de gens qui en fait se plaignent et téléphonent à la police parce qu'il y a un drone qui s'envole dans le jardin. En tant que télépilote, on y est confronté de plus en plus. Alors c'est évidemment problématique, pourtant on travaille en respect total de la vie privée, etc. Mais voilà, donc on est régulièrement obligé de montrer patte blanche pour ne pas vous mettre dans l'embarras et dans l'état de la législation actuelle, il est peut-être parfois utile de faire appel à un sous-traitant qui va faire les choses dans les règles. Comment savoir s'il fait les choses dans les règles? Déjà, vous devez lui demander s'il a une licence. Ça ressemble à ça, et ça a un numéro à 6 chiffres. Éventuellement, la BUS, une autre fédération, retient à jour plus ou moins une liste de plus ou moins tous les télépilotes. Le drone avec lequel votre sous-traitant va opérer devra être immatriculé avec une immatriculation qui va ressembler à ceci, c'est-à-dire O, un tiret, 2 chiffres, 2 lettres. Sauf erreur, on doit être à 14 pour le moment, et donc les lettres après, ça va de A à Z. Et l'espace aérien, eh bien, vous le connaissez un petit peu, vous avez une vague idée, par exemple, si vous êtes en région liégeoise, est-ce que vous n'êtes pas très loin de l'aéroport? Si vous demandez à votre sous-traitant d'aller faire un relevé, que sais-je, à Vierzey, pour être extrême, ou même à Genève, s'il ne vous parle pas d'une dérogation, du fait qu'il y a un problème de demande spéciale, etc., posez-lui des questions. Alors, juste, aujourd'hui, on arrive à des situations où les sous-traitants qui organisent le vol ne sont plus seuls responsables en cas de problème ou en cas de constat d'irrégularité. Le commanditaire, j'ai vu des cas passer, le commanditaire peut aussi éventuellement être convoqué à la DGTA et interrogé pour savoir dans quel contexte la mission avait été confiée au sous-traitant. Donc, voilà. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je veux juste assurer que chacun prenne bien les bonnes responsabilités au bon endroit. Voilà. Encore une fois, les questions, ce sera pas après. Mes coordonnées sont là. Je vous remercie.